Rien ne change, c'est le constat présenté aujourd'hui par la Fédération syndicale unitaire. Après les récents mouvements en faveur de la nomination d'un recteur guyanais compétent, le syndicat s'est penché sur les difficultés qui persistent et font de la Guyane une mauvaise élève. On en parle dans quelques instants. Une bonne action contre un délice des rois. Tidégra relance son opération galette solidaire. Dès demain, les premiers gâteaux d'épiphanie seront livrés. En attendant, toute l'équipe est au fourneau. Et puis le carnaval est en colloque depuis ce matin. Plusieurs intervenants, conférenciers et universitaires de différentes régions sont invités. Au programme 2 jours d'études de différentes traditions des bals masqués. Reportage à suivre. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. On démarre avec le casse-tête administratif vécu par 6 anciens employés de la mission locale suite au transfert de statut de la structure d'aide aux jeunes, désormais publique. Depuis 2 semaines, les licenciés économiques se voient refuser la mise en œuvre de leur contrat de sécurisation professionnelle. Ensemble de mesures censées favoriser le retour à un emploi stable. Explication à Yodélé Germa. 6 salariés ont été licenciés entre fin décembre et début janvier à la mission locale. Ils ont accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui leur permet de toucher des indemnités mensuelles tout en suivant des formations en vue de leur réintégration dans le monde professionnel. Depuis 2 semaines, ils attendent la mise en œuvre de ce contrat. Clairement, lorsqu'un projet de restructuration est mis en place, il y a des démarches qui doivent être faites et surtout l'accompagnement des personnes ou des salariés qui vont subir un licenciement. Normalement, tout ça devrait être déjà réglé pour pouvoir permettre à ces salariés-là d'avoir un accompagnement digne pour pouvoir s'insérer professionnellement et après. Donc, aujourd'hui, on est venu voir notre directeur pour lui demander où étaient les démarches pour que cette situation-là puisse être réglée au plus vite, parce qu'on est déjà en fin de mois et pratiquement, on n'est même pas sûr d'être indemnisé. Du côté de la direction, ce retard dans l'application des contrats de sécurisation professionnelle serait dû à un problème informatique survenu à Pôle emploi. Il y a un problème technique du côté de Pôle emploi qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que les missions locales, toutes les missions locales de France ont changé de ce qu'on appelle le code APE. C'est l'INSEE qui attribue ce code pour référencer les activités économiques, faire des statistiques. Et ce code APE, visiblement, bloque le logiciel de Pôle emploi pour faire les inscriptions. Donc on est en attente de résoudre ce problème du côté de Pôle emploi pour qu'il n'y ait plus ce problème technique et qu'enfin, effectivement, les agents puissent être inscrits et donc, évidemment, pris en charge dans le cadre du CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Joint par téléphone, le service de communication de Pôle emploi affirme que ce retard ne peut être dû à un problème technique. L'affaire reste en suspens. Les salariés licenciés devraient rencontrer de nouveau le directeur de la mission locale la semaine prochaine pour connaître l'évolution de leur dossier. L'ensemble de l'Académie de Guyane placée en réseau d'éducation prioritaire renforcé depuis la rentrée 2016, un passage obtenu au forceps par les enseignants l'an passé, mais toujours aucun changement significatif. C'est en tout cas le bilan de l'Académie présenté aujourd'hui par la Fédération syndicale unitaire. La FSU souligne des difficultés qui persistent et font de la Guyane le département le moins bien loti de France, aux côtés de Mayotte. Stéphanie Puglisi. Le système éducatif guyanais n'est pas en mesure de réussir ni la scolarisation de masse, ni la scolarisation de qualité. Des mots durs mais proches de la réalité guyanaise, manque d'infrastructures, déficit de personnel et d'enseignants, décrochage scolaire, les difficultés sont les mêmes. Chaque année, 10 000 élèves âgés de 6 à 16 ans n'ont pas de place à l'école. Pour les syndicats de la FSU, l'arrivée d'un nouveau recteur ne changera pas tout. On a envie de faire changer les choses, on a envie de travailler dans l'intérêt général, mais il faudrait que ça se secoue un petit peu localement au niveau de l'administration, puis il faudrait que ça se secoue aussi nationalement dans les ministères. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, je crois que c'est que Paris, on s'en fiche clairement de ce qui se passe en Guyane. En fait, le recteur tout seul ne pourra rien changer. C'est au ministère de l'Éducation nationale, c'est au ministère des Outre-mer, c'est au ministère de l'Économie et des Finances, c'est aux partenaires locaux aussi de s'asseoir autour de la table et de vraiment avoir la volonté de faire bouger les choses et de faire réussir la jeunesse de Guyane. Malgré le passage de l'Académie en REP+ la rentrée dernière, les inégalités demeurent. L'ensemble des moyens promis ne sont pas présents. L'équipe enseignante n'est pas la seule en difficulté. Les infirmières et les assistantes sociales de la fonction publique sont elles aussi en sous-effectif. Dans les communes isolées comme Papaichton ou Grand Senti, les postes sont vacants. Et pourtant, le rôle de ce personnel est primordial.
Alors notre rôle de base, c'est de contribuer à la réussite scolaire, puisque la santé est un préalable à cette réussite scolaire. Donc nous avons des missions de suivi des élèves, et notamment en premier lieu, la première des missions, c'est d'accueillir et d'écouter les élèves pour justement définir leurs besoins et pouvoir répondre avec une réponse adaptée à leurs besoins justement, et de pouvoir suivre après tous ces besoins qui ont été identifiés pour que le problème soit résolu. Et tout ceci demande du temps et des moyens. La croissance démographique exponentielle de la Guyane s'ajoute aux difficultés. La construction de 3 collèges et un lycée est prévue. Mais pour répondre à la demande, c'est 10 collèges et 5 lycées qui seront nécessaires dans les 5 ans à venir. 38 morts sur les routes de Guyane en 2016, 10 de plus qu'en 2015. C'est le triste chiffre de la semaine. Des décès survenus dans 27 accidents exactement. Et parmi les victimes, il faut compter 15 automobilistes. Soyons donc prudents au volant. Direction la Guadeloupe à présent, où le Nord-Bas-Terre croule actuellement sous les ordures à cause d'un mouvement de grève au sein de la société en charge du ramassage des déchets. 6 communes sont concernées. Comment les habitants vivent-ils cette situation? Les réponses de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Une semaine que les employés de la société Rome sont en grève et le constat sur la voie publique est édifiant. Les bennes débordent, des tonnes d'ordures jonchent le sol. Une situation difficile pour les résidents des 11 communes concernées. C'est vraiment pénible parce qu'il y a toutes ces poubelles là qui ont fait veille et puis nous avons commencé à mettre poubelles à côté et tout, donc ça a commencé à devenir genre fatigant quoi. Poubelle là obligé de mettre dehors, poubelle là. Donc là c'est toute poubelle là, tout le monde dehors, ça a fait veille et nous ne payons pas encore. On peut pas laisser ça quand même, on est petit monde petit. Bon, pas spécialement mal, mais bon, je me suis posé la question parce que je me suis rendu compte ce matin que, bon, effectivement, en allant enlever les poubelles, j'ai constaté qu'elles étaient toujours pleines. Donc, je me suis posé la question en sachant ce qui se passait, quoi. Bon, j'ai vu, j'ai su qu'ils sont en grève, je crois. Une population peu informée de cette situation, elle s'accommode comme elle peut. À pas de nouvelles pour moi. Bon matin, si les mercredis ont passé, bon matin, bon. Copine a dit comme ça qu'il n'est pas patient. Alors, sans sac poubelle et carton. C'est-à-dire, pas ni déchets à manger, rien comme ça. Ah là, on l'a vu mal, hein. On l'a vu très mal. Mais on ne savait même pas qu'il n'y avait pas la poubelle qui passait pas. On ne savait pas ça. Hein. C'est hier soir, on a su ça. Par WhatsApp, les gens nous ont envoyé. Un référé a été déposé par le groupe Vaïti-Lingon afin de débloquer l'entrée de l'entreprise et permettre le ramassage des ordures. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue avec les grévistes. Et les déchets viennent cette fois du réseau d'égouts dans la ZAC-Rivière-Roche à Fort-de-France. Depuis près de 6 mois, des débordements mènent la vie dure aux professionnels du secteur. Si cela ne nuit pas à leur activité, ils craignent toutefois pour leur santé. Louis Sabas. La couleur de l'eau ne laisse aucun doute. Le liquide est chargé de matière fécale qui suinte depuis le trottoir par une chambre de tirage des télécommunications. Un ras-le-bol pour les garagistes de la zone. Ce qui est pénible, c'est que nous avons l'inconvénient de nous trouver donc, à côté de la décharge. Donc, ce qui fait que par rapport à ces odeurs et par rapport à cette eau, nous avons les mouches, nous avons les odeurs. Dans la zone artimétale de la ZAC de Rivière-Roche, l'eau putride coule en continu. La plupart des clients ignorent qu'ils traversent des eaux usées. Mais les professionnels qui, ensuite, manipulent ces véhicules s'inquiètent des conséquences éventuelles sur leur santé. Lorsque la voiture passe dans l'eau, on soulève la voiture pour travailler en dessous. Ça, la poussière de l'eau, ça tombe, on peut respirer ça, ça nous donne des maladies. Les clients, ils nous disent ça sent de la merde. Voilà 6 mois qu'ils ont droit aux mauvaises odeurs, aux asticots et aux mouches parfois. Ils pointent du doigt des travaux qui ont été réalisés non loin de là. Problème, la zone est privée, mais le syndicat de copropriété ne fonctionne plus. Alors, pour se faire entendre, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ça coule, donc à chaque fois on nous dit c'est la CACEM nous dit c'est chaque personne nous envoie à gauche, à droite. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça, c'est salvateur quoi. Pourtant, hier, un camion-citerne envoyé par la mairie foyalaise selon les riverains a nettoyé la place, débarrassant provisoirement l'endroit des vermines qui y pullulaient. Un répit pour les professionnels de la zone qui espèrent que le problème soit traité dans les plus brefs délais.
Restez avec nous dans quelques instants, nous verrons le recueil de contes guyanais revisité par le président de l'association Zoukouyanyan, est paru le mois dernier. Et puis nous nous rendrons dans les cuisines de l'épicerie Tidégras en plein préparatif de son action Galette solidaire. Reportage à suivre dans quelques instants. L'esclavage en Guyane et ses abolitions, tout un pan de notre histoire retracé lors de cette conférence. C'est au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Saint-Laurent la semaine dernière. L'occasion de replonger dans le passé, mais aussi préparer l'avenir du concours Jeunes historiens de Guyane. L'association des professeurs d'histoire et de géographie en a profité pour inciter les élèves présents à y participer. Elsa Gonzalez. La Guyane, un territoire chargé d'histoire, notamment celle de l'esclavage. Une période parfois mal connue par les Guyanais eux-mêmes. Et c'est justement l'objet de la conférence de ce soir, donner des éléments de compréhension sur l'histoire de l'esclavage. Des élèves accompagnés de leurs enseignants ont même fait le déplacement de Mana. Pour ce jeune homme, étudiant en seconde, il est important d'assister à un tel événement. On a parlé de l'abolition de l'esclavage où ça a commencé de Saint-Domingue, de la colonie de Saint-Domingue, comment il a pris son indépendance. Et puis on a parlé de l'abolition de l'esclavage en Guyane, on a parlé de tout et de rien de ça. Et puis comme moi je suis haïtien, j'étais passionné d'apprendre des trucs encore plus importants sur Haïti et de la colonie de Saint-Domingue. Initiés par leurs professeurs, cela permet à ces jeunes étudiants de découvrir une autre approche de leur histoire. Pour les plus passionnés, comme Weberson, ils pourront participer au concours du jeune historien guyanais organisé et mis en place par l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de Guyane. Venu animer la conférence de ce soir, l'objectif est aussi d'inciter les enseignants et leurs élèves à participer. L'idée, c'est de promouvoir l'histoire de la Guyane et comment faire pour que dans l'école, on puisse, en dehors des programmes, avoir une activité. Donc, c'est fournir des outils, c'est ce qu'on fait à travers l'ouvrage qu'on publie. Et ensuite, c'est créer une émulation pour que les élèves et les enseignants aient envie. Donc, ce concours, il est ouvert à tous les niveaux. Il se traduit par deux types une production ou bien un devoir, type devoir de bac ou de brevet. Et des récompenses sont fournies aux élèves. En général, cette année, elle aura lieu le 6 juin à Cayenne. Pour cette 4e édition du concours, il était important de parler de cette période marquante de l'histoire de France, permettant aujourd'hui d'intégrer pluralité linguistique et culturelle dans une identité guyanaise. Il y aura de la BD jusqu'à samedi à la médiathèque de Matoury, de Tintin à Naruto en passant par Boule et Bill. Une soixantaine de figurines de célèbres personnages de contes à bulles dévoilent leurs secrets. En quelques clics, petits et grands verront les dessous de la réalisation d'une bande dessinée, papier mais aussi numérique. On écoute les précisions de l'assistante de conservation du patrimoine à la médiathèque. Nous avons pensé déjà que dans le cadre du festival de la bande dessinée sur le plan national, on a voulu mettre en avant ce type de livre parce que nous savons qu'il y a beaucoup de lecteurs, d'usagers qui lisent la bande dessinée et qui ne connaissent pas forcément le vocabulaire ou comment ça a été réalisé. Donc on a permis non seulement aux jeunes mais aussi aux adultes d'avoir l'information. Le numérique, c'est l'avenir, hein. On sait que tout le monde a une tablette, un portable. Donc forcément, on peut lire sur ces supports. Donc on favorise l'entrée dans ce monde du numérique. Donc la bande dessinée, c'est un ouvrage qui est beaucoup lu. Pourquoi pas sur le numérique ? Et le plaisir de lire une bande dessinée, mémoriser les personnages, rentrer dans le contexte, savoir quel type de bande dessinée qu'on a en main et surtout permettre aux jeunes d'avoir ce plaisir de la lecture. Ça peut susciter des vocations, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on voit le dessin, mais comment il est fait ? Est-ce qu'il sait les étapes, comment on fait une planche, comment on dessine, comment on le colorie, comment on met les bulles, quelles sont les onomatopées. Donc voilà, c'est important. Donc avoir du vocabulaire aussi, s'enrichir, c'est important aussi. On s'intéresse à présent au recueil d'histoires traditionnelles guyanaises revu par David Mérour. Le conteur de l'association Zoukouyanyan a sorti ce petit ouvrage d'une 30aine de pages illustré par le dessinateur Nicobi il y a quelques semaines. Un recueil perçu par l'auteur comme une capture de sa passion du conte. Ayodélé Germa l'a rencontré. Compère Toti, la tortue, qui va à la pêche avec Compère Tigre, le jaguar. Et bien sûr, ils n'ont pas le même comportement. Tigre est un prédateur, donc il cherche à profiter de la nature, tandis que Toti
Elle, eh bien, elle se contente de ce qu'elle a, de ce qu'elle gagne. Et Tigre, sûr de sa force, vole le poisson à Toti, qui imagine une ruse pour le récupérer. Il y a plusieurs histoires qui vont évoquer l'origine, que ce soit des nénuphars, des moustiques, ou bien d'autres choses qu'on trouve sur les zones humides, la mangrove par exemple. Et ces histoires donc ont pour intérêt de faire découvrir cet espace un peu mythique et à la fois méconnu que sont les marécages. C'est l'endroit où les eaux sont recyclées naturellement. La mangrove, c'est l'endroit où les poissons viennent pondre leurs œufs parce que les alevins y sont protégés. Et donc, ils contribuent tous à la richesse de la nature guyanaise. À l'origine, c'est une commande de la CEPANDI pour parler des zones marécageuses, qu'on appelle les zones humides, pour une journée mondiale qui a lieu le 2 février. Donc, et ces contes sont orientés effectivement pour faire connaître la nature guyanaise. Ce sont des histoires que j'ai adaptées, que j'ai écrites, mais encore une fois que j'ai aussi racontées de manière à ce qu'elles s'imprègnent de l'imaginaire, des retours du public, et quand elles ont été prêtes et mûres, et j'ai pu les écrire. On poursuit avec les savoureuses galettes créoles de l'épicerie Tidegras qui reviennent. Comme le veut la tradition, chaque année, la société de soutien aux plus démunis vend quelques galettes des rois. Un régal pour vous, mais aussi pour les bénéficiaires du service, car les recettes des ventes servent ensuite à alimenter les rayons de l'épicerie solidaire. Ayodele Germa a suivi les premiers préparatifs. Là, j'ai déjà préparé donc 6 kg de farine. Donc je vais rajouter. Ensuite, je vais mettre mes épices. Je vais rajouter de la... Les ingrédients de cette galette pays doivent absolument rester secrets. À un prix défiant toute concurrence et d'une saveur dont raffolent les clientèles, 12 bénévoles et pâtissières de Tidegras s'y prennent 24 heures à l'avance pour réaliser les commandes. Donc on se prépare en fait forcément chaque semaine à 70 galettes, ce qui veut dire que c'est une organisation particulière. Les préparations et les pesées en fait démarrent le jeudi, et donc le jeudi on prépare en fait des confections du vendredi matin qui vont partir en fait en cuisson demain matin à 6h, et après le matin on prépare les confections du vendredi après-midi, car nous avons en fait 2 rotations pour que les personnes puissent venir réceptionner leurs galettes, de midi à 14h pour le matin et le soir de 16h à 19h. Il n'y paraît pas, mais toute cette organisation sert à récolter des fonds. Depuis une dizaine d'années, l'entreprise d'insertion Tidegras vend ses galettes pour venir en aide à 1 millier de familles en situation de précarité. L'an dernier, la vente des galettes a généré 6 000 € de bénéfices réinvestis dans l'épicerie solidaire de Tidegras. Notre objectif, c'est de vendre des galettes traditionnelles à n'importe qui, à tout venant, celui qui est intéressé par rapport à notre confection, de manière à récolter les fonds. Et les fonds qui seront récoltés en fait durant toute cette période seront reversés en fait à l'épicerie sociale pour pouvoir acheter des denrées alimentaires en faveur de nos bénéficiaires. Ici, c'est le centre d'appel. Ces bénévoles y reçoivent une vingtaine de commandes par jour depuis le début du carnaval. Il y a beaucoup de personnes qui appellent par téléphone, ou sinon qui envoient des mails, ou sinon ils viennent directement passer commande. On prend les commandes jusqu'au jeudi 15h. Mais il y a aussi ceux qui tenteront sans doute leur chance en se rendant directement à Tidegras demain dès 7h du matin. 2 jours pour partager les carnavals et différentes traditions de bal masqué, du Brésil en passant par la Corse et la Guyane. Je veux bien sûr parler du colloque qui s'est ouvert aujourd'hui à l'Université de Guyane en présence de conférenciers et chercheurs de plusieurs régions. Aujourd'hui, la Corse était à l'honneur lors des échanges avec un regard sur la disparition de cette tradition du masque. Jonathan Larioyete. Dans les soirées, le personnage du Touloulou fascine la population. Mais ce symbole du carnaval guyanais fait aussi parler de lui, en dehors des dancing. Ici, le Touloulou est un vrai sujet d'étude. Il faut tout de même se dire que le carnaval, c'est également un sujet d'étude universitaire, scientifique entre autres. Donc ça a été l'occasion effectivement de se dire que ce serait bien donc, vraiment d'intervenir et d'inviter bon nombre à intervenir sur la question par rapport au carnaval. Donc s'interroger sur l'évolution effectivement, même réfléchir sur la dimension historique également. Ou ailleurs, comment ça se passe le carnaval, quelle dimension cela revêt. Donc ça permet effectivement de se pencher, de réfléchir et de voir en parallèle ce qui se fait ailleurs. Dans ce premier colloque sur le thème des bals Paris masqués, l'accent est mis sur la présentation du Touloulou au patrimoine immatériel de l'UNESCO,
Une démarche jugée essentielle par les chercheurs et conférenciers venus de l'extérieur. Il faut à tout prix éviter la perte du patrimoine local. La société corse était quand même assez fermée, centrée sur l'essentiel, c'est-à-dire les moyens de subsistance. Donc ils avaient besoin à un moment donné de s'octroyer un moment de défouloir. Et le carnaval, c'était, je pense, le seul moment de l'année pour ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des exutoires divers et variés. Mais pour autant, le carnaval, je pense, a toujours sa place. 2 jours de rencontres et présentations autour du carnaval. 2 jours pour s'armer un peu plus dans la sauvegarde du patrimoine guyanais qui fait tant rêver la population les soirs de carnaval. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ce constat présenté aujourd'hui par la Fédération syndicale unitaire. Après les récents mouvements en faveur de la nomination d'un recteur guyanais compétent, le syndicat s'est penché sur les difficultés qui persistent et font de la Guyane une mauvaise élève. Une bonne action contre un délice de roi. Tidégra relance son opération galette solidaire. Dès demain, les premiers gâteaux d'épiphanie seront livrés. En attendant, toute l'équipe était au fourneau encore aujourd'hui. Et puis, le carnaval est en colloque depuis ce matin. Plusieurs intervenants, conférenciers universitaires de différentes régions sont invités au programme. 2 jours d'études sur les différentes traditions des bals masqués. À présent avec une image, celle d'Orlan Jadfar qui a enflammé le public de la scène, depuis la scène du Zéphyr hier soir. Une grande soirée anniversaire pour marquer ses 25 ans de carrière au sein du carnaval, notamment des images que vous pourrez retrouver également dans votre émission du carnaval Vaval en toute sauce. Je vous laisse là-dessus. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.